Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un professionnel du milieu de l'influence. Michou, Squeezie, Enjoy Phoenix, Lena Situation, ces noms, vous les connaissez tous, ils ont un point commun, YouTube. On les appelle les YouTubeurs. Leur agent parle de talent. Ce sont les nouvelles célébrités à l'audimat explosif. En débutant dans leur chambre, avec de petits moyens, ils sont arrivés au sommet et vivent aujourd'hui confortablement de leur passion. Mais comment devient-on youtubeur ? Est-ce accessible à tout le monde ? De quoi faut-il se méfier ? Nous avons invité un agent youtubeur pour répondre à toutes nos questions et peut-être même vous donner les clés et les secrets pour vous lancer et en vivre. Vous savez, c'est mon truc. Monsieur Pierre LBY, bonjour. Et bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi aujourd'hui ? Disons je pense qu'on n'atteint jamais vraiment ce qu'on veut dans la vie en termes d'accomplissement, vu qu'il y en a toujours des nouveaux, mais on n'est pas loin, on va dire, ça va. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Et puis tu y restes encore très jeune. C'est ça peut-être ? Je le prends avec grand plaisir. On peut dire que tu as grandi avec Internet. Quel genre d'enfance as-tu eu et tu rêvais de quoi petit ? Alors, j'ai eu une enfance à la base assez classique, c'est-à-dire, assez classique. Mes parents ont décidé de divorcer à ma naissance, ce qui fait plaisir. À ta naissance. Oui, non, mais c'est... Bon, voilà. Ouais, pas facile pour ta maman. Ouais, c'est toujours compliqué, mais du coup, ça m'a fait deux enfances un peu différentes, c'est-à-dire une beaucoup plus classique avec ma mère, qui était les métro boulot dodo, les études, c'est très important. Zéro absence, 0 jour, 0 retard autorisé. Uh-huh. Et une totalement différente avec mon père qui est parti vivre dans le sud, sur la Côte d'Azur. D'accord. Donc, à Ramatuelle, c'est à côté de Saint-Tropez. Ouais. Et qui, lui, pour le coup, il avait un hôtel là-bas. Et donc, c'était vraiment deux vies totalement différentes entre les vacances dans le sud et Paris, beaucoup plus simple et strict d'ailleurs. Donc voilà, c'était à la fois classique et plein de rebondissements quand j'allais en vacances. T'as des frères et sœurs ? J'ai 2 demi-sœurs. On peut dire que tu as grandi avec Internet. Alors, quand as-tu découvert YouTube ? YouTube, je l'ai découvert assez tôt parce que, si tu veux, il y avait déjà une plateforme avant qui était peut-être un peu plus facile d'accès en France, c'était Dailymotion. Ouais. Et donc, on pouvait voir... Il y a des gens qui uploadaient des séries sur Dailymotion, genre Scrubs, ou des choses, même Buffy contre les vampires, des choses comme ça. Donc on allait sur cette plateforme et après c'est là où j'ai pu découvrir des créateurs de contenu qui ont vite migré sur YouTube. Donc du coup, ouais, c'était très tôt. Tu avais quel âge ? Je devais avoir 13-14 ans. Ouais, c'est ça. C'est que tôt, la génération, cette génération, vous bercez dans c'est ça, ouais. ces contenus très jeunes. Mais à 13 ans, tu étais donc en 5e, 4e, tu faisais des études. C'était plutôt 14 ans, du coup j'étais en 3e, en 4e, 3e. Et tu t'imaginais comment plus grand ? Quelles études tu voulais faire ? Tu avais une idée, une profession en tête ? Effectivement, c'est-à-dire que encore plus jeune, j'avais vu un film qui s'appelait Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Ouais. Il était directeur artistique dedans. Grave, je me souviens super bien de ce film, il est génial, Il où est il devient une femme, où il rentre dans la tête d'une femme. Il peut entendre les pensées des femmes et se rendre compte qu'en fait, il n'est pas forcément apprécié, mais plutôt beauf et très macho. Uh-huh. Ce film est génial. Et il est incroyable, je le conseille à tout le monde. Ouais. Et c'est surtout cet univers de l'audiovisuel, c'est cette vie un peu moins monotone, on va dire, ou classique. Une vie créative, parce que ça, de mémoire, il était directeur artistique dans la pub, non ? C'est ça, il est DA chez Sloan, je sais plus quoi. C'est une fausse agence à New York. Et son but, c'est de devenir directeur de création, donc vraiment passer le niveau au-dessus. Mais c'est une vie où on rencontre plein de gens, où on s'amuse entre guillemets tous les jours, où le travail en tout cas, et sa créatif. passion, c'est son travail, voilà.
Et tu t'es dit, j'aimerais faire ça. Et je sais pas pourquoi, ça a été un déclic. Pourtant, j'étais vraiment petit. Hein. J'étais très jeune. Et ça a été un déclic qui m'a dit, j'aimerais vraiment avoir cette vie-là et travailler dans ce milieu-là. Ce qui n'a pas du tout convaincu ma mère. Donc voilà. Et donc moi, je me voyais comme ça, alors que dans ma famille, on me voyait un peu plus sur un parcours classique, école de commerce. Mais d'ailleurs, tu as fait plaisir à ta mère parce que tu as fait un bac, BTS Management, école de direction artistique, etc. C'est ça. Le deal, c'était ça. C'était, après le bac, je fais un diplôme somme toute classique, donc le BTS Management. Et après, si je l'ai, après, je peux me permettre d'essayer quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'ai trouvé une école de direction artistique et de com visuel. Ils ont quand même essayé de me douiller en me disant bah non, en tant que tu as ce niveau-là, fais une école de commerce. Ils voulaient que tu fasses quoi dans la vie, tes parents? Mon beau-père et ma mère voulaient vraiment que je rentre dans une entreprise, que je devienne cadre et que j'y reste toute ma vie. Voilà. Et c'est justement mon père qui lui avait une vie un peu plus, pas trépidante, mais en tout cas différente, qui a vraiment poussé pour que je puisse aller dans un domaine artistique. Artistique. Et tu es donc devenu directeur artistique et graphique. C'est ça, tout à fait. Non, tu es graphiste, pardon, c'est ça? Voilà, je suis rentré en tant que DA junior dans une agence après mes études. Et voilà, et c'est ce truc aussi, souvent, on dit que le DA touche pas trop au graphisme, doit y toucher pour pouvoir savoir quoi demander. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, donc j'ai toujours mis un point d'honneur à faire au maximum de graphisme dans mon taf. Et tu avais donc découvert YouTube à l'âge de 13-14 ans? Oui. Ça, alors, c'est toujours resté, ça. C'est toujours resté. Ouais. Mais alors, raconte, comment es-tu devenu un agent YouTubeur et qu'est-ce que c'est qu'un agent YouTubeur? Alors, encore une fois, moi j'ai un parcours peut-être un peu moins classique là-dedans, c'est-à-dire que... Mais est-ce que ça existe un parcours classique là-dedans? Je crois pas. Mais en tout cas, disons que j'ai peut-être eu plus de chance que d'autres. Voilà, sans parler de parcours classique. Et la chance, ça c'est mon truc, elle se crée. Bref, je ferme la parenthèse. Du coup, c'est ça. En fait, même en tant que DA, quand je travaillais en agence, on avait un côté événementiel dans cette agence. Voilà, pour plein de choses, pour plein d'événements. Et du coup, ce qui me permettait de côtoyer un peu ce milieu, mais du côté des annonceurs. C'est-à-dire peut-être plus contacter des créateurs de contenu pour travailler avec une marque qui nous engage nous. Et du coup, c'est ce qui m'a mis un peu les réflexes et le pied à l'étrier. Et un jour, malheureusement est arrivé ce qu'on connaît, le Covid. Et ce qui fait que pour les agences de pub, notamment la mienne, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où on m'a proposé plusieurs choix. Donc de rester en modifiant un peu mon travail et mes habitudes, ou de partir si je le voulais. C'est là que j'ai choisi de partir. Parce que j'avais déjà mon réseau et ma clientèle. Et de te mettre à ton compte, en freelance. C'est ça, le rêve de beaucoup de personnes en 2023. Il faut se lancer. Et il y a pas mal de risques, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut préparer, je pense, en tout cas. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'un agent YouTubeur? Alors, un agent, moi, je le vois comme une sorte de manager aussi, d'un créateur de contenu. Donc, c'est quelqu'un qui, globalement, va gérer le côté événementiel du créateur de contenu et marque, c'est-à-dire collaboration avec des marques. D'accord. Donc, c'est vraiment ça. C'est j'ai un créateur de contenu, j'ai des marques qui veulent travailler avec, je suis l'intermédiaire, je propose nos conditions, je négocie aussi le salaire, parce que c'est surtout une grosse partie de ça aussi. Et surtout, je fais en sorte que le créateur de contenu soit à l'aise et puisse faire vraiment ce qu'il veut, et non pas quelque chose qui le mettrait mal à l'aise. D'accord. C'est surtout là où la collaboration serait un peu mauvaise. Quand on a préparé cette interview, tu m'as parlé de talent en parlant de youtubeurs. J'avais une image un peu stéréotype, c'est-à-dire que pour moi, les youtubeurs, c'était peut-être... j'associais ça au milieu de l'influence, Instagram, etc. Pourquoi tu parles de talent? Qu'est-ce que c'est qu'un youtubeur? En fait, youtubeur, c'est vraiment le terme qu'on a pu donner, que d'ailleurs même eux se sont donnés au début comme ils travaillaient sur cette plateforme, on créait des vidéos dessus. C'était un raccourci un peu simple, mais voilà. Moi je parle de créateur de contenu. Donc moi j'aime bien dire le mot talent. Je parle de talent parce qu'ils ont tous leurs particularités et c'est effectivement quelque chose, quand en tout cas on arrive à y vivre, enfin on arrive à en vivre. C'est justement qu'on a développé un certain talent, que ce soit l'oration, dans le visuel.
Mhm. plein d'autres domaines. Et c'est pour ça que voilà, moi j'aime bien parler de talent parce que c'est mieux que de dire voilà, je travaille avec tel ou tel youtubeur. Je Mm. préfère dire que je travaille avec des talents. Tu as été l'agent d'Anthony Lastella. C'est ça. Tout d'abord, Tout tu à peux fait. nous en parler pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est quand même un gros nom. On est Oui, à 378K d'abonnés sur YouTube, c'est ça. 255 sur Instagram. C'est des chiffres qui, moi, me font tourner la tête. Qui est-il? Alors, Anthony, c'est quelqu'un, c'est un créateur de contenu, ou ouais, on va dire youtubeur, qui déjà est totalement fou. C'est-à-dire qu'il a jamais dévié de sa ligne éditoriale. Uh-huh. C'est quelqu'un qui est très créatif. Et voilà, il fait des vidéos humoristiques, pour parler à l'ancienne, où il se met en scène. Il a plusieurs concepts. C'est ça qui est très important aussi. C'est de créer des concepts quand on est youtubeur et de s'y tenir au mieux qu'on peut. Mhm. Et donc voilà, donc il a créé des concepts où il incarne un certain personnage en fonction des situations. Et oui, c'est quelqu'un qui est vraiment lui-même, genre qui s'autorise un peu tout. D'ailleurs, ça, il fait partie des youtubeurs qui ont la carte. Dès lors qu'on parle de succès, ce mot revient souvent. Être soi-même, être naturel. C'est à Ouais. retenir pour nos auditeurs. Très important. C'est très important parce que le faux, ça se voit vite au final. Mm. Et surtout aujourd'hui où en vrai, il y a beaucoup plus de youtubeurs qu'au début. Et les chiffres sont très gros pour Anthony, mais c'est pas rare de le voir, de voir ce genre de chiffres. D'accord. Et du coup, il faut savoir se démarquer de tout ça. Et c'est pour ça que généralement, quelqu'un qui est soi-même, même s'il s'inspire de concepts qui existent déjà, c'est pas grave de s'inspirer. Le but, c'est pas de faire de la copie, mais c'est de prendre le meilleur dans chacun. Et oui, donc c'est très important d'être soi-même, et c'est ce qui fait que les gens restent. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire une vidéo, je sais pas, qui vont popper 3 millions. Je parle de français évidemment. Ouais. 3 millions sur une vidéo, mais qui sur le reste, peut-être, vont retomber à je sais pas, 50 000, 70 000. Donc c'est un jeu qui est compliqué, YouTube. Et quelle est la suite, d'après toi, d'un talent comme Anthony Lastella? Est-ce que, d'après toi, il peut tourner dans un film ou ça dure combien de temps? Et quelle est la carrière d'un youtubeur comme lui? Alors, je vais pas forcément parler en son nom, mais en tout cas, moi, comment je vois les choses, c'est quelqu'un, notamment quand on est dans le YouTube humour, on va vite vers la case stand-up. Ah, Beaucoup l'ont fait. ok. Et c'est un exercice souvent qui est réussi, enfin c'est une transformation réussite en tout cas à chaque fois. Et aussi, notamment, c'est vrai que YouTube, dans le cadre où on incarne un personnage fictif, c'est là où on a vraiment un jeu qui s'installe, des mécanismes de jeu qui s'installent aussi. Et effectivement, le cinéma, ou en tout cas la fiction, c'est une porte différente qui est souvent engagée. On a reçu Kéredine Soltani il n'y a pas longtemps, qui écrit et qui est auteur, enfin qui produit et qui lance des chanteurs et des chanteuses, qui disait l'industrie musicale a beaucoup changé. Faites-vous connaître sur YouTube, balancez vos sons et une maison de disques viendra à vous. Est-ce que ça veut dire que YouTube déclenche finalement des carrières? Qu'il faut d'abord se faire connaître sur YouTube pour peut-être espérer jouer dans un film, etc. Alors, c'est vrai que contrairement à une certaine époque, c'est une manière de faire différente, mais qui fonctionne. Enfin, qui fonctionne quand on y met les moyens. Effectivement, c'est une nouvelle porte d'entrée pour se faire connaître. YouTube, c'est quelque chose vraiment d'ouvert. Enfin, tout est permis. Dans la légalité évidemment, mais tout est permis. Genre, on peut vraiment incarner qui on veut, faire ce qu'on veut, notamment dans la chanson. Il y a différents modèles qui existent aussi. Je pense aussi à TikTok maintenant qui est très très poussé sur le côté musical. Mais voilà, YouTube, c'est en tout cas, on peut être sa propre maison de disque au début, en tout cas pour se lancer, pour faire ses créas, ses compos. Et c'est souvent là aussi qu'on peut être repéré en fonction de l'audience qu'on peut avoir. Amine Radi, qu'on a reçu aussi, humoriste, nous racontait qu'il avait fait une petite blagounette sur YouTube et que le lendemain, ça avait fait le buzz et que même Gad Elmaleh avait liké. Est-ce qu'il y a un truc pour réussir? Moi, demain, je veux me mettre sur YouTube. Déjà, je vais tout de suite le faire. Et est-ce qu'il y a un truc pour que ta vidéo soit vue, ou est-ce que c'est vraiment le coup de la chance et du hasard, ou est-ce qu'il y a des algorithmes à connaître, ou est-ce qu'il y a un contenu, une durée, une méthode? Je pense que c'est un peu de tout ça justement réuni. Il peut y avoir du hasard et un coup de chance, ça arrive que quelqu'un
qui travaillent dans le milieu où on aimerait aller voir notre vidéo, c'est tout à fait possible, ça arrive. Mais effectivement, il y a, je dirais, quelques petites clés des fois qui font que ça marche un peu mieux. Alors, il n'y a pas vraiment de recette miracle, mais souvent on parle de régularité dans nos contenus, d'heures à laquelle on peut poster, de jours auxquels il faut poster. Il y a eu des études de fait sur ça ? Oui, alors il y a eu des études de l'algorithme YouTube, on va dire, plus ou moins. Et c'est vrai que poster un mardi à 14h, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. D'accord. Encore 14h, plutôt 15h. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée parce que la globalité des gens qui sont l'audience de YouTube travaillent peut-être dans un schéma un peu plus classique, avec une certaine heure de pause déjeuner, ce genre de choses, de pouvoir se connecter à la plateforme aussi. Donc oui, il y a des clés, ça va être l'heure, le jour, la régularité, c'est très important. Là, c'est vraiment la chose sur laquelle j'insisterai le plus à la limite. C'est très important de fournir du contenu, on va dire, périodiquement à son audience, avec un rendez-vous. Une heure de rendez-vous, un jour de rendez-vous, car ça devient un automatisme chez les viewers, et ce qui est normal. Et aussi, on y revient, c'est... Avant, on disait souvent, voilà, c'est facile. Enfin, c'est facile. Maintenant, c'est différent. On met une caméra dans sa chambre, on appuie sur on play, balance. Et puis ça fonctionne. Alors ça, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Parce que, comme je disais, On cherche de la qualité. Ben voilà, on cherche de plus en plus de qualité. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui ont des moyens, pas forcément énormes, mais qui en tout cas se donnent les moyens d'avoir quelque chose d'ultra qualitatif. Donc, c'est plus forcément vrai le coup du j'allume ma caméra et ça fonctionne. Ça fera plutôt partie de ce qu'on disait du hasard et de la chance. Ça. Le hasard et la chance accompagnent souvent nos invités. Raconte-nous comment tu l'as rencontré justement, Anthony. Là, c'était là, je crois que Hugo tout seul était dans la soirée. C'est ça, tout à fait, ouais. C'était une soirée qui t'a marqué, je crois. Tout à fait, ouais. C'est ça. En fait, j'étais avec des amis qui étaient un peu dans le milieu du stand-up, et qui étaient en colocation. Et une après-midi, nous propose de passer à l'appart pour faire un barbecue, voilà, tout classique. Et pourquoi pas, du coup on se sépare en plusieurs groupes, ceux qui prennent les scooters, le métro et ainsi de suite. Moi je fais partie des deux qui arrivent en premier, donc j'arrive avec un des amis de la coloc, que je connaissais depuis peut-être 2 mois, quelque chose dans le genre, mais avec qui c'est vrai que le feeling est très vite passé. Et donc on sonne, et effectivement voilà, une personne vient ouvrir la porte, et je mets à peu près peut-être 2 secondes à catcher que c'était voilà, l'ancien youtubeur Hugo tout seul. Et pour le coup c'était quelqu'un que je suivais. D'accord. Il faisait partie des youtubeurs que je suivais assidûment avec le fameux rendez-vous. Et donc du coup c'est toujours surprenant. On se dit mais qu'est-ce que tu fais là en fait Mais il faut tout en essayant, vu que je restais un peu dans le milieu de l'audiovisuel. C'est des vraies célébrités, hein. C'est comme rencontrer un Jean du Jardin ou des vraies célébrités. Mais en fait c'est aussi même si c'est quelqu'un qu'on suit pas, il y a ce truc humain qui fait qu'on sait qui il est, alors que lui, c'est pas qui on est à la base. Et rien que ce rapport-là, ça fait quelque chose. Donc, effectivement, quand il a ouvert la porte, j'étais un peu surpris. J'étais en mode, c'est sympa. Et alors, Anthony ? Et du coup, voilà. Et Anthony faisait partie de cette colocation. Et il se trouve qu'on a à peu près le même type d'humour. Donc pendant cette soirée, on s'est fait quelques petites vannes. Et c'est surtout, j'ai vu que c'était quelqu'un d'hyper authentique. Et j'espère qu'il a vu la même chose chez moi. Et à force de se fréquenter, au bout de quelques semaines, tout ça, évidemment, il connaissait mon parcours quand même. Et ça, il m'a proposé, écoute, ça ne dirait pas d'être mon agent, en fait. Moi, j'étais en mode, génial. Pourquoi pas, mais voilà, c'est comme j'avais été plutôt de l'autre côté du miroir, côté annonceur et tout, c'était pas du tout un saut dans le vide, mais voilà, est-ce qu'on a les épaules et ce genre de choses, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il m'a proposé ça, et c'est de là qu'est née notre collaboration. Donc le hasard et la chance. On va parler argent. Allez. On parle beaucoup de la YouTube monnaie, de YouTube, comme un moyen de devenir riche. Mais est-ce si simple ? Alors c'est pas si simple. Parce qu'il y a longtemps eu le fantasme de plus on fait de vues, plus on gagne d'argent. Alors c'est vrai, il y a un système de rémunération en fonction du nombre de vues. Par rapport aux pubs qu'il peut y avoir sur YouTube. Mais disons que c'est pas le modèle économique le plus rentable maintenant. Parce que, Mais alors, tous ces youtubeurs qui sont devenus riches, d'où ça vient ? Alors, il y a ceux qui ont commencé tôt.
Ah. Et qui, du coup, T'es effectivement... en train de nous dire que là, actuellement, c'est terminé? Non, du tout. Ah. C'est pas terminé, mais c'est un nouveau modèle maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était beaucoup se baser sur la rémunération des pubs YouTube. Ouais. Mais ce qui fait qu'on gagne, en tout cas qu'on a la possibilité de gagner plus d'argent, c'est surtout maintenant au niveau des collaborations qu'on peut faire avec des marques qui vont, j'utilise cet ancien terme, mais sponsoriser nos vidéos. D'accord. Les habillages, les billboards, devenir l'égérie d'une marque. C'est ça, ou en tout cas en faire la promotion lors d'une vidéo. D'accord. Donc il y a eu différents modèles, c'est-à-dire qu'à l'époque, certains youtubeurs faisaient la pub directement en début de vidéo du sponsor de celle-ci. Maintenant, certains ont trouvé quelque chose un peu plus, je dirais un peu plus personnel avec les viewers, parce que c'est vrai que quand on attaque une vidéo et qu'on a vite un sponsor, c'est un peu plus, ça peut nous sortir de la vidéo en tout cas. Et maintenant, ils l'intronisent en milieu de vidéo. Justement pour que ce soit un peu plus un côté familial où je commence ma vidéo, je parle de mon sujet, bam, j'introduis la pub et après je redévie sur la fin de vidéo. Donc c'est vraiment le système économique, on va dire maintenant, qui nous permet de gagner plus d'argent que juste les vues YouTube. Alors c'est marrant parce que tu es agent de youtubeur, mais toi t'es pas super présent sur les réseaux. Tu t'en préserves? Oui, alors c'est moi, j'essaie de pas confondre les deux. C'est-à-dire que moi, je reste. Comme d'habitude, les agents sont des métiers de l'ombre, c'est ce que tu vas me dire. Voilà. Quelles sont les dérives? C'est la dérive. Quand on est un youtubeur, justement, c'est quoi les dérives? Les dérives d'être un youtubeur? Ouais. Ça peut être des fois, peut-être. Alors, je dis pas que ça arrive forcément souvent, mais de se starifier tout seul. Et du coup, peut-être avoir un peu moins conscience de qui on est et d'où on vient et de se comporter comme la plus grande des stars qui puisse exister au monde, quoi. Alors qu'au final, on est quelqu'un de connu, ça c'est vrai, il faut pas le nier, mais on reste un créateur de contenu qui à la base partageons des choses avec son audience pour justement créer une sorte de communauté. On lance un projet, tu parlais de naturel, d'authenticité, puis finalement peut-être que l'argent déshumanise parfois, on perd en naturel. Oui. C'est ce que j'ai pu ça peut constater. Arriver pour certains. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi de... moi j'ai l'impression qu'il y a comme un enfermement. C'est-à-dire qu'à force d'être à la quête, enfin c'est terrible, tu balances une vidéo, mais ça nous arrive aussi sur Insta, tu balances une photo sur Insta, t'as combien de likes? Ah non, j'en suis à 30, merde, 40, 50. Je trouve ça enferme un peu. Alors, non, la tête baissée toujours vers l'écran, je me trompe? Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais généralement, ceux qui sont le plus alertes sur le nombre de likes ou de vues sur leurs vidéos, c'est pas forcément les gens les plus connus. Ça va être à la limite plus... moi, je fais la distinction entre micro et macro-influenceurs. D'accord. Et c'est pas du tout pour dénigrer l'un ou l'autre, absolument pas. Mais effectivement, quand on est, on va dire, dans cette phase de lancer, on est vraiment très, très porté sur le nombre de vues qu'on va faire et de likes, car c'est ce qui va faire qu'on va devenir de plus en plus connu, et ainsi de suite. Et c'est vrai que des fois, dans certains cas, on peut parler d'enfermement où vraiment on vit pour les likes et ce genre de choses. Il existe une sacrée violence aussi sur Internet. Oui. On a vu Magali Berda, par exemple, être clashée, vivre un enfer. Tiens, tu souris. Non, mais Magali Berda, elle a quand même été l'icône d'Internet qui a fait gagner beaucoup d'argent et tout le monde voulait la rencontrer. Soudainement, elle est diabolisée. Il y a une vraie violence. Ça fait peur un peu quand même, non? Parce qu'il y a tous ces inconnus qui peuvent rentrer en relation avec toi. Alors, il y a différentes façons de voir les choses. Magali, c'est un sujet qui est un peu particulier, parce qu'elle a été aussi la cible assez énervée de véhémence, notamment à cause justement de son travail. Alors, peut-être pas personnel à elle, parce que c'est plus elle qui gère forcément, en tant qu'agent, tous les partenariats, mais tout à l'heure, on parlait du métier d'agent, qu'est-ce que c'est? Et moi, je le vois aussi comme une soupape de sécurité, justement. Pour moi, un agent, c'est quelqu'un qui va s'assurer du bon déroulement d'un partenariat et surtout de la viabilité, la fiabilité du produit. C'est très important. Et là, on a beaucoup d'influenceurs. C'est vrai qu'ils sortent un peu plus de la télé-réalité que de YouTube, ça c'est clairement vrai. YouTube a l'air un peu plus noble, je me trompe? C'est surtout que YouTube, tout le monde te voit. Tout le monde. C'est-à-dire même quelqu'un qui ne te suit pas, à un moment donné, il va pouvoir prendre ton drama en cours parce qu'un autre youtubeur va faire une vidéo sur toi.
Sur les influenceurs Instagram, on va dire, c'est vraiment sa communauté. Donc, s'il se passe quelque chose avec un produit, on va dire, de contrefaçon ou quoi, bah, c'est surtout la communauté qui le saura. Et il faudrait vraiment trouver le youtubeur qui parle de cet influenceur que toi, tu ne suis pas forcément. Donc, c'est deux systèmes un peu différents. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que il faut aussi, justement, dans ce métier-là, bien s'assurer de ce qu'on propose à son audience, parce que l'audience est impitoyable. D'où la violence. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouveaux genoux qui débarqueraient sur YouTube ? Il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la place. Par contre, c'est de plus en plus dur, dans le sens où soit il faut arriver avec un concept qu'on n'a jamais vu et c'est compliqué, parce que ça commence à faire longtemps. Donc il faut arriver avec un concept et non pas l'envie de devenir célèbre, on est d'accord, et de chercher ça, c'est raté. Ça, c'est le système inverse. Voilà. C'est pas le bon schéma, en tout cas. Ouais. Donc c'est quoi si on veut se lancer sur YouTube, ce serait quoi les conseils que tu donnerais ? Je pense déjà faire entre guillemets, alors c'est un terme un peu technique, mais une veille, c'est-à-dire vraiment manger du YouTube, des vidéos, voir la technique, voir les mécanismes d'une vidéo. C'est vraiment manger, c'est des milliers d'heures en fait. D'accord. Et en tout cas au maximum. Et c'est surtout de s'inspirer de ce qu'il y a de mieux tout en créant son propre contenu. D'accord. Le copier-coller, ça n'a jamais marché. Ça se fait démystifier en 2 vidéos. Et voilà, c'est s'informer, regarder, être soi-même. C'est très important. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment ça, quoi. Et qu'est-ce qu'il faut pour t'intéresser, toi, en tant qu'agent ? Alors, en tant qu'agent ou déjà, à combien tu commences à t'intéresser ? À combien d'audience ? On va parler comme ça, on va parler chiffres un peu. Non, mais c'est là où j'explique que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je suis arrivé tout de suite... avec tout ce qui est macro-influenceur ou gros youtubeur, donc c'est vraiment juste de la chance. Mais moi je dis souvent, parce que ça arrive quand je vais à des événements et que des créateurs de contenu, surtout TikTok, veulent migrer sur YouTube, parce que c'est YouTube, même s'il y a Instagram, TikTok, YouTube reste quand même une entité qui fait rêver. Et j'explique que je ne suis pas forcément créateur de talent. Je peux le préserver, je peux donner ma patte, mais en vrai, c'est quelqu'un qui a déjà son identité. C'est ça qui m'intéresse. Il y a une petite anecdote lors d'un événement avec Anthony Lastella qui t'avait un peu dérangé. C'est ça. C'est que, comment ça fonctionne en fait, souvent. Donc, il y a les youtubeurs possèdent une boîte mail, généralement qui est checkée par les deux, et le youtubeur et l'agent, où on reçoit les propositions de collaboration. Et un jour, j'en reçois une, c'est pour une plateforme privée qui voulait changer de ligne éditoriale et qui voulait faire un gros event sur Paris. Et donc du coup, inviter des personnalités qu'ils aimaient eux et qui pourraient faire parler de l'événement. Et donc on reçoit un mail de l'ARP de l'événement qui s'adresse à Anthony directement, bien sûr, et qui dit voilà, écoute, toute mon équipe, on est fan de toi, vraiment, on rêverait de t'avoir avec nous pendant l'événement, que tu puisses y participer, on regarde tes vidéos dès qu'elles sortent, c'est vraiment, pour nous, t'as un banger, enfin voilà, si tu consens à venir, ça nous ferait très plaisir. On le met sur un piédestal, vraiment, on est à fond sur toi. Ouais. En plus, ce qui est cool, c'est que quand on reçoit ce genre de message, on se dit c'est une safe place, quoi. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses comme ça, c'est que du plaisir et de la bonne humeur, et voilà, un peu comme sur ce plateau en fait. Merci. Et donc, on répond. Évidemment, moi, je l'accompagne souvent sur ce genre d'événement parce que c'est mon métier, d'arriver en avance, de checker que tout soit bien, pas forcément pour lui, mais que lui donner soit tiens, c'est cette porte-là où il faut que tu rentres, ceci, cela. Et donc, j'y vais en avance et je donne le nom. C'est celui qui gère les entrées, enfin l'ARP qui gérait les entrées de ces influenceurs, et je dis moi c'est Anthony Lastella, en pointant du doigt, c'est pour Anthony Lastella, quoi. Et elle m'enchaîne tout de suite en mode super, mais je suis tellement contente de te voir, putain. Ça fait trop plaisir, vraiment, ça fait trop bizarre de te voir en vrai, de te voir en vrai par rapport aux vidéos et tout. Je suis vraiment trop contente que tu aies décidé de venir, ça me fait super plaisir. Oh mon Dieu. Et là s'installe un ultra moment de gêne, parce que déjà c'est rien que le questionnement de se dire est-ce que je lui dis qu'en fait ils savent pas forcément qui c'est, parce que voilà, en fait, ils s'étaient intéressés à l'audience et non pas au contenu. Voilà, c'était surtout qu'est-ce qu'il peut nous apporter, c'est le combien de piège. nombre de vues. C'est le piège. C'est l'ultra piège. Et du coup, après,
j'ai dû faire je n'osais pas le vexer. Du coup, bon bah, on dit rien puis voilà quoi. Et dis-moi, là on parle beaucoup de Snapchat, TikTok. Ouais. J'ai une petite question. Est-ce moi, mais par exemple Snapchat, j'ai ma fille de 7 ans, elle est à Donf dessus, je ne comprends rien. Est-ce qu'il faut vraiment, avant de se lancer dans ce genre de truc, il faut quand même étudier, même pour pouvoir bien le gérer, c'est un sacré job, je me trompe, Ouais. il y a quand même du travail derrière ça, Oui, c'est un non? vrai travail, il faut J'ai rien décortiquer. compris à Snapchat, je n'ai pas compris comment il faut faire les amis, les machins. J'essaye, mais j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des masterclass qui s'organisent? Et est-ce qu'il y a un minimum de connaissances à avoir? Alors, c'est une très très bonne question parce que là aussi il y a des pièges. Euh, on revient sur YouTube. Sur YouTube, on peut se former à tout. Mhm. On peut se former à la musique, à avoir quelques clés d'acting. On peut se former au dessin. Mais on peut aussi trouver des gens qui expliquent comment fonctionnent certaines plateformes. Mhm. Et donc, c'est le truc à éviter. Il y a beaucoup de gens qui vont vendre des formations pour En devenir ligne. en ligne, pour Mhm. avoir le meilleur compte Snapchat, percer sur TikTok, même sur YouTube. Et c'est là où il faut faire attention aux dérives. Mhm. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut décortiquer la plateforme, c'est du travail pour savoir comment ça fonctionne. Il faut décortiquer Snapchat, Instagram, parce que c'est pas pareil. C'est des algos qui sont différents, c'est des façons de poster qui sont différentes, même si globalement on arrive à peu près au même résultat. Et du coup, c'est beaucoup de travail pour arriver à bien utiliser, on va dire, au moins 80% de cette plateforme. Et voilà, éviter ces formations en ligne payantes, Mhm. alors qu'on peut très vite trouver comment fonctionne ce genre d'outils. Ce qui est très différent, par exemple, je reprends un sujet qui me passionne, c'est le cinéma, l'acting. C'est totalement différent. On peut te donner quelques petites clés sur YouTube voilà, pour comment interpréter certaines choses et tout. Là où justement des formations, des masterclass seront beaucoup plus utiles. Mhm. Euh, Quand tu dis que ça te passionne, c'est quoi? Être comédien ah ou non, agent? c'est plutôt agent. Ouais. Agent cinéma. Oui, alors je dirais pas agent, peut-être pas agent cinéma, je sais pas, mais en tout cas c'est un Un milieu, univers. un univers qui me passionne. Moi j'avais créé une structure, j'ai d'ailleurs toujours cette structure où je loue du matériel de cinéma, donc tout ce qui est D'accord. caméra, optique et tout, Ouais. parce que c'est encore une fois c'est ce truc d'être un peu dans l'ombre, la technique qui m'intéresse. T'es un vrai créatif. Et justement, ton métier de directeur artistique, je pense qu'aujourd'hui, comment tu équilibres? Tu es toujours agent, Alors, tu es c'est ça. toujours directeur artistique. Comment tu équilibres ces métiers? Être un agent de youtubeur, ça prend tout ton temps, c'est comment? Non, en fait, c'est surtout, t'as vraiment dit le terme exact, c'est un équilibre. Mm. Du coup, en fait, j'essaie de répartir. C'est-à-dire qu'être agent, c'est pas un taf qui prend toute ta journée parce que ça va être soit pour un event, soit pour une collaboration. Et celui qui bosse le plus, on va dire, c'est quand même le créateur. Donc, Mm. toi, tu lui donnes certains outils, tu mets en relation, tu fais en sorte que le deal soit correct. Mais après, ça te dégage du temps. Du Mm. temps parce que genre moi, je me suis surtout focus sur un créateur de contenu, mais il y en a qui sont agents de plusieurs, Mm. qui gèrent plusieurs carrières. Et du coup, juste j'équilibre mon temps entre mon travail de directeur artistique dans l'audiovisuel et celui d'agent. Et le mieux possible, j'essaie de faire les deux. C'est-à-dire que des fois, on nous propose des projets où j'aime apporter mes idées, j'aime apporter ma vision de la chose. Voilà. Où sont les plus grands talents? Dans quel pays? Ah, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On va dire, en vrai, si on parle de puissance, aux États-Unis, c'est exponentiel. Ah ouais. Euh, Et en y a- France, on est comment? on est pas mal. On est pas mal? Non, on est pas mal parce que, mine de rien, il y a quand même des créateurs de contenu qui arrivent à voir sur YouTube, je citerai aucun nom bien sûr, mais quelque chose qui s'approche des 20 millions d'abonnés. Bon, on Mm. est combien en France? On est un peu moins de 70 millions, quelque chose 70 dans le genre. millions, ouais. Bah, si on fait 67, je crois. voilà, j'allais dire 67 en plus. Ouais. Si on fait le prorata, c'est énorme. Mm. Donc, je dirais pas que c'est une question de qui est le plus gros, mais c'est une proportionnalité. Aux Mm. États-Unis, il y a MrBeast qui explose les compteurs. Mm. Lui, alors là, je sais plus combien il a de millions d'abonnés, mais ça dépasse le 50 millions, quelque chose dans le genre. Ses vues sont exponentielles. Donc, effectivement, c'est une puissance écrasante. Après, moi, je prends toujours le rapport, le rapport de
personnes qui nous suivent. Et surtout, ce qui est important, c'est le taux d'engagement des abonnés, des viewers. D'accord. Parce que maintenant, il y a beaucoup de chaînes à 1 million, en vrai. Mm. Mais il y a très peu de chaînes à 1 million qui font 500 000 vues. Voilà, Donc tu peux disparaître de la toile très rapidement. Il y a dans un film de Sam Raimi qui s'appelle Spider-Man, il y a un des méchants qui dit tu sais ce qu'aime encore plus en gros ce qu'aime encore plus la population, enfin ce qu'aime encore plus qu'un héros la population, c'est voir les héros tomber. Donc on a ce goût du sang un peu je cite pas quelqu'un en particulier, mais on adore, il y a ce truc on adore les dramas, on adore voir quelqu'un qui était idolâtré chuter, ce genre de choses, quoi. Et ce goût du sang est assez particulier, c'est pour ça que tous ceux qui se mettent dans cette sphère-là, il faut être blindé, il faut faire attention, il faut vraiment être blindé, quoi. Je lisais il y a peu: le scandale est la proclamation du succès. On va finir sur cette phrase. Merci Pierre et à très bientôt. Merci à vous.